Avant de partir, il n'y en a pas quelques-uns qui veulent poser quelques questions à Monsieur Villani? Profitez-en. Alors, la question c'est, si on demandait à l'intelligence artificielle le moyen le plus rapide, facile d'aller sur la Lune, qu'est-ce qu'il répondrait? C'est ça la question? Oui. Oui. La première réponse, c'est ça dépend de ce qu'on a donné à manger à l'intelligence artificielle. Ça dépend de l'ensemble des documents qu'on lui a fournis. Parce que l'intelligence artificielle, certes, est capable d'imaginer un certain nombre de choses et de situations dans des règles qui sont données, mais a peu de moyens de sortir du cadre par rapport à l'ensemble du savoir qu'on lui a confié. Et certainement, ce qu'il pourrait probablement faire, c'est à peu près la même chose que ce qu'on sait faire sur la Lune, avec peut-être un certain nombre de paramètres optimisés. Maintenant, attention, voyage sur la Lune, il y a une question de facilité, mais il y a aussi des questions de sécurité. Ça dépend si le voyage est habité ou pas aussi. Il y a beaucoup de choses qu'il faut mettre dedans. Mais très probablement, on se retrouverait avec les mêmes... il n'y aurait pas de surprise majeure. Peut-être que, alors on ne sait pas, peut-être qu'ils trouveraient par optimisation une forme à laquelle on n'a pas pensé. En tout cas, peut-être que certains outils trouveront une forme à laquelle on n'a pas forcément pensé de fusée. Alors, les formes des fusées et des engins spatiaux sont déjà optimisées avec des programmes informatiques, mais dans un cadre qui est très fixé. Peut-être qu'ils trouveraient des formes plus loin de ce qu'on imaginait qui feraient l'affaire. C'est pas exclu. Mais je ne pense pas qu'il y aurait de révolution là-dessus. En tout cas, rien de nouveau, de majeur à attendre. Aller sur la Lune, en vrai, scientifiquement, c'est un problème simple, par rapport au sens où c'est un problème qui relève d'équations de la mécanique avant tout. Industriellement, c'est un problème plus délicat, parce qu'il y a tout un savoir-faire pour mettre ensemble toutes les différents métiers et tout ce qu'on veut. Mais c'est pas là qu'on attendrait une révolution de l'IA. Ouais, je vois qu'il y a plein d'autres questions. C'est que ça pourrait prendre la place de l'homme. Alors, certains vont vous dire le danger, c'est que ça pourrait prendre la place de l'homme. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, prendre la place de l'homme. Prendre le métier. Ouais, prendre le métier. Alors, là, c'est un meilleur point. Alors, attention, l'intelligence artificielle ne fait pas un métier lorsqu'elle fait une tâche. J'insiste, une tâche. Et un métier, d'habitude, c'est tout un ensemble de tâches variées. Par exemple, l'intelligence artificielle, elle va reconnaître le courrier, l'adresse sur le courrier très efficacement. C'est une des parties du métier de facteur ou de l'ensemble des métiers qui vont avec le courrier postal. Ou peut-être on peut imaginer que vous avez une intelligence artificielle qui fait du transport automatique de certaines marchandises. Alors je vous disais tout à l'heure que conduite autonome, c'est très difficile, oui, mais pour le transport de marchandises, ça peut se faire sur des routes qui sont bien prévues à l'avance. C'est a priori un problème plus simple que la conduite tout-terrain généraliste. N'empêche que, dans l'exemple que je viens de dire, sur les métiers de la Poste, c'est beaucoup plus que juste accomplir ses tâches, les métiers de la Poste. Dans bien des cas, le facteur, la factrice a un rôle social et un rôle convivial. Il y a tout un ensemble de tâches à faire entre ce qui est le chargement, ce qui est le déchargement, ce qui est la vérification. Et si vous essayez à la fin de dire comment faire pour remplacer tel ou tel métier, ça, vous vous trouvez tout de suite face à des grandes complications. D'autant plus que intelligence artificielle, qui dit intelligence artificielle, dit numérisation, dit plateforme de données, dit possibilité de cyberattaque quand c'est dans les usages. Dans une des grandes leçons du numérique dans les dernières décennies, c'est que c'est très difficile de garantir la sécurité contre la cage. C'est l'un des obstacles aussi par rapport aux voitures autonomes. Vous avez votre voiture autonome connectée, rien ne vous dit qu'elle ne va pas se retrouver hackée et qu'il y aura des problèmes de risques graves, de terrorisme ou de qui sait quoi qui viennent avec. Et donc maintenant, à la question quel métier ça pourra apprendre, personne ne sait vraiment. Vous avez régulièrement un cabinet de conseil qui publie une étude en disant il y a tant d'emplois, tant de métiers qui vont disparaître et tout ça. Vous avez tellement de chiffres variés qu'aucun n'est crédible. La seule réponse envisageable, c'est premièrement, quand on se retrouve dans un secteur, on approfondit le savoir-faire du domaine,
Et on apprend à travailler avec l'outil, avec la machine. Et deuxièmement, on reste ouvert par rapport aux usages. L'une des grandes leçons du colloque d'aujourd'hui, c'est qu'en chimie, même si l'intelligence artificielle effectue énormément de calculs, pour l'instant, ça n'a pas remplacé un poste de chimie, de chimiste. Ça a juste permis d'accélérer considérablement un certain nombre de calculs utilisés par des chimistes. Mais moi, je veux poser une question aussi. Une autre question? Oui, bonjour. Il y a encore une question là-haut, allez-y. Oui. Ouais. C'est bizarre. Imaginons qu'en fait, j'ai rien chez moi de ça, et je veux avoir une intelligence artificielle chez moi pour calculer. Je sais pas, il y a combien de personnes que je peux accueillir chez moi? Il faudrait que je mette combien d'argent pour embaucher des gens et me la créer, etc. Genre, ça compte combien pour faire ça? Je ne peux pas répondre à la question telle qu'elle, parce que les outils actuellement existants en intelligence artificielle reposent sur des algorithmes qui ont été créés par différentes personnes, reposent sur des bases de données qui ont été créées, qui sont diffuses, qui sont dans le monde. Et on ne peut pas répondre à ça. Alors, ce qu'on pourrait, à la création d'une IA, ce qu'on pourrait imaginer, c'est que là, vous pourriez poser une question qui serait genre, je vais passer un contrat avec une entreprise de conseil qui va me faire un programme sur mesure à partir de mes besoins et qui va me rendre le programme pour calculer, genre combien de personnes je peux accueillir ou comment organiser ma fête, etc. etc. Je ne vous recommande pas de le faire pour l'instant. Mais du coup, ça coûterait combien, du coup, le contrat? Et alors, le contrat, très clairement, on vous fera payer en fonction de ce que vous pouvez payer. Le cabinet extirpant le maximum d'argent qu'il peut de vous, sauf si il veut faire en sorte que vous soyez par de l'expérience et que vous vantiez leur publicité, auquel cas ils pourront vous le faire éventuellement pour pas un rond. C'est possible aussi. Bien retenir la maxime, cependant, du monde numérique en général. Il y a quelques exceptions, Wikipédia en est une, mais la maxime générale, c'est si c'est gratuit, c'est toi le produit. Quand on ne paye pas, ça veut dire que c'est le fait qu'on soit en train de l'utiliser qui va être valorisé et utilisé par la compagnie. Bonjour, moi aussi j'ai une question. Ma question c'est de savoir si une intelligence artificielle pourrait imaginer avec je sais pas, un algorithme un monde idéal pour l'humanité ou ouais, c'est ça. Alors en premier, on est très loin d'avoir ça. En second, c'est même pas clair que ce soit souhaitable, au sens où le moment où les humains commencent à demander à la machine quel est le monde idéal dans lequel on pourrait être, c'est le moment où les humains abdiquent toute idée de responsabilité sur le monde qu'ils aimeraient. Et en revanche, ce qu'on peut imaginer, c'est une intelligence artificielle qui fasse des suggestions de paysage. On a vu ça. Hier, j'ai vu une application dans laquelle une intelligence artificielle faisait des propositions de jardin qui, au lieu d'être un joli jardin bien taillé au cordeau, soit un jardin qui soit aussi beau que possible pour les pollinisateurs, où il y ait des pollinisations croisées, où il y ait des diversités de fleurs comme ci et comme ça. Bon. On peut imaginer que pour un bâtiment, si vous demandez quel est le bâtiment idéal, l'intelligence artificielle vous fasse plein de propositions en vous laissant le choix. Quant à imaginer quelque chose aussi complexe et aussi mou, si je puis dire, qu'une société avec les rapports entre individus et toute une économie, je ne vois pas dans un avenir même proche. Pour l'instant, l'intelligence artificielle appliquée à l'économie ne donne rien de bon. Intelligence artificielle appliquée à la microéconomie et au trading haute fréquence est extrêmement utilisée, de façon extrêmement opaque par ailleurs. Vous pouvez lire les livres d'Alexandre Lomonier sur le sujet qui sont juste fascinants. C'est juste un autre monde, mais ce n'est pas pour autant qu'ils nous ont donné ou dirigé vers une manière idéale de faire les rapports économiques ou même juste les rapports financiers. Donc là, j'ai pris que des sous-questions en disant que même sur les sous-questions, on peut avoir quelque chose, mais quelque chose d'aussi vaste qu'une IA qui définisse une société idéale, j'y crois pas. Sauf si on demande à l'IA à partir d'un corpus, par exemple, de gens qui tous donnent leur vision, de faire une sorte de synthèse ou d'imaginer à partir de ce que les humains donnent comme exemple une proposition d'univers possible.
Merci beaucoup. Bonjour. Quelle différence faites-vous entre la robotisation d'une tâche et l'intelligence artificielle? Si on prend deux exemples, donc le robot envoyé sur Mars pour collecter des échantillons et les analyser, puis envoyer les résultats, et puis les robots de livraison, par exemple, qui collectent des informations pour les transmettre à distance. Premièrement, dans le robot, on insiste sur la tâche, sur la question mécanique. Mais par exemple, le robot qui va sur Mars, il est mécanisé, il fait telle et telle opération, il fait ceci. Mais ensuite, derrière, il pourrait y avoir, je ne sais pas, de l'intelligence artificielle pour faire l'analyse par spectrométrie et retrouver très rapidement les différents éléments ou ce que vous voulez. Les deux peuvent se combiner. Cependant, jusqu'à présent et jusqu'à une date récente, vous aviez les écoles et les formations de robotique et d'un côté, les écoles et les formations d'intelligence artificielle de l'autre, avec des techniques différentes. Et côté robotique, le versant en mathématiques était surtout du côté de l'optimisation, où avec certaines techniques d'optimisation qui étaient beaucoup plus, je dirais, avec des fondements bien plus simples et moins exploratoires que ce qu'on fait en intelligence artificielle habituellement. Alors, le robot concentre dans l'imaginaire collectif les 3/4 de la charge émotionnelle associée à l'intelligence artificielle. On pense au robot tueur, on pense à Terminator, on pense à l'idée du robot qui vient remplacer l'humain, on pense au drone tueur et à ce genre de choses. Mais pour l'instant, là où on voit les gros sujets, grosses avancées, c'est bien plus du côté purement logiciel. Ce qui fait la une, c'est ChatGPT, DALL-E, ou aujourd'hui c'est Bard, la riposte de Google à OpenAI qui est annoncée aujourd'hui, et ainsi de suite. Ou alors c'était, dans le cadre du jeu de Go, l'algorithme de AlphaGo contre Lee Sedol, c'était purement algorithmique, rien de robotique là-dedans par rapport aux réelles avancées. Maintenant, régulièrement, vous avez des bad buzz qui font intervenir des robots réels ou supposés. Encore il y a quelques jours, c'était partagé sur les réseaux sociaux, y compris par des journalistes qui ont la réputation d'être journalistes sérieux, des images de robots tueurs à l'entraînement. Si vous êtes dans le coup, vous voyez tout de suite que c'est un fake, qu'aujourd'hui aucun robot n'est à ce niveau-là d'aisance et de robustesse. Partagé évidemment sans aucune vérification par les uns et les autres, et ça reviendra encore et encore. Sur base des constats que vous faites et qui sont largement partagés dans la communauté scientifique, comment est-ce que vous voyez le rôle justement des chercheurs par rapport à ces problèmes? Donc voilà, souvent on doit répondre à des appels, à propositions et qui ne sont pas toujours en ligne avec ce que vous indiquez. Et parfois aussi le scientifique a l'impression que s'il rajoute quelques mots-clés dans son programme, ça passera plus. On a vu d'ailleurs l'époque où plein de gens qui faisaient tel ou tel sujet se sont mis à faire de l'IA sans changer une ligne de ce qu'ils faisaient en réalité, mais juste avec du relabeling. Il y a un équilibre à trouver qui n'est pas simple du côté du chercheur. D'une part, pas se laisser emballer et distraire par tout ce qui est brillant, et d'autre part, rester ouvert. Avec les comportements que j'évoquais tout à l'heure, on a vu dans ces dernières années les deux contre-exemples. Il y a aussi une responsabilité, à coup sûr, d'accompagner la société là-dessus et d'arriver à nouer des liens à tous les étages de la société. Je veux dire, liens entre scientifiques et politiques, entre scientifiques et entrepreneurs, entre scientifiques et système éducatif en général, aller au contact, expliquer, montrer, et ainsi de suite. L'IA, comme je disais, a la grande chance que ça ne demande pas de connaissances sophistiquées pour dédramatiser. Alors après, évidemment, personne ne peut se payer les réseaux aussi gigantesques que ceux qui sont dans les modèles géants et tout ça. Mais tout le monde, ou presque, peut se faire son mini réseau de neurones qui permet au moins de comprendre quel est le principe de base. De la même façon, personne ne peut se payer le grand moteur de recherche industriel façon Google ou autre maintenant. Mais c'est pas si dur de regarder sur la petite animation, de comprendre quel est le principe de base. En l'occurrence, recherche d'un état d'équilibre
pour une chaîne de Markov qui est une marche aléatoire sur un graphe orienté, etc. C'est même un cas d'école dans certains cours de probabilité maintenant. Ça se fait au niveau universitaire. On peut donner une idée de ça bien plus tôt, certainement. Donc certainement, pour des applications qui sont de la science avec beaucoup plus d'impact au niveau sociétal, c'est le devoir des chercheurs aussi, comme ma position, d'accompagner et de se retrouver là et d'incarner autant que possible. Et de ne pas laisser la parole trop aux intermédiaires, aux publicitaires, aux baratineurs au sens large là-dessus. Ici. Oui, merci beaucoup. Je voudrais d'abord vous remercier pour votre intervention qui, finalement, j'ai commencé la matinée en écoutant les 2 premières conférences et en me disant que l'intelligence artificielle était peut-être un outil qui accélérait, mais en tout cas, ça ne se substitue pas à la science en général telle qu'elle existe aujourd'hui, aux fondamentaux, comme vous l'avez dit. Donc, commencer déjà par s'appuyer sur les fondamentaux et puis utiliser l'intelligence artificielle comme un accélérateur, comme un outil et pas autre chose. Ceci étant dit, je voudrais revenir sur 3 choses que vous avez dites et vous demander ce que vous pensez des questions suivantes. Si du jour au lendemain, on arrête d'extraire des hydrocarbures, je dis bien du jour au lendemain, comment est-ce que vous satisfaisez la demande mondiale en énergie ? Si du jour au lendemain, on élimine tous les pesticides, ça va sans doute améliorer la biodiversité immédiatement. Comment est-ce qu'on parvient à satisfaire l'alimentation des 7 milliards d'habitants de la planète ? Et si on regarde le problème des matières plastiques, d'abord, il y en a certaines qui ont des usages non substituables dans certaines applications médicales, par exemple. Mais vous l'avez dit vous-même, remplacer des bouteilles en PET qui sont très peu lourdes par des bouteilles en verre, qui sont à la fois coûteuses en énergie, compte tenu de l'énergie qu'il faut pour produire du verre, et d'autre part, qui pèsent plus lourd à transporter. Est-ce qu'au final, on a gagné quelque chose en termes de protection du climat, en termes de protection de la planète? Et est-ce que dans tout cela, il ne faut pas toujours accepter de raisonner en analyse de cycle de vie des produits, d'une part, et aussi accepter de raisonner en termes d'analyse coût-bénéfice? C'est-à-dire, certes, il y a des inconvénients, mais qu'est-ce qu'on gagne par ailleurs? Et est-ce que, finalement, des solutions alternatives ne seraient pas plus préoccupantes et plus préjudiciables pour l'humanité? Questions majeures qui sont au cœur des problèmes politiques d'aujourd'hui. En premier, certes, si on coupe la production d'hydrocarbures maintenant du jour au lendemain, on se retrouve avec... waouh. Non seulement des problèmes majeurs, mais non, on se retrouve avec la guerre mondiale, enfin des choses comme ça. Le président du Shift Project, le directeur du Shift Project, Mathieu Ozano, dont le boulot du Shift Project, c'est de décarboner l'économie, l'industrie et tout, me disait que ça serait comme réaliser une opération à cœur ouvert en commençant par couper la circulation du sang sans avoir pris le temps de mettre la déviation. Bon. N'empêche que quand il y a une opération, on y va. À un moment, on se dit, ça y est, on opère maintenant et pas dans un mois parce que le patient est très très malade. Et puis maintenant, on fait le pont. Et ensuite, on fait l'opération dans un grand temps. Alors que, si je continue l'analogie, ça fait un bon paquet de temps, hein, parce que la question du réchauffement climatique, c'était déjà causé par les rejets de carbone, c'est déjà dans un discours de Lyndon Johnson dans les années 60. Ça fait 60 ans qu'on dit, voilà, l'opération est compliquée, remettons-la à plus tard. Littéralement. Le GIEC nous disait, dans les dernières évaluations, c'était les réductions de 6% de la production, consommation de pétrole chaque année ou quelque chose comme ça. Si on compare là maintenant par rapport à 2020, je crois que c'est essentiellement zéro, moins 0,3% peut-être, en tout cas même pas 1% de baisse ici en France. Évidemment, pendant le Covid, on a consommé moins. Mais après, c'est reparti à la hausse. Et si on regarde les chiffres de consommation sur tout ce que vous avez dit là, sur le plastique, c'est pas qu'il s'agisse de, quand vous regardez les courbes, c'est pas que la question soit on arrête tout de suite, c'est que les courbes continuent à croître exponentiellement et que personne ne voit la fin de la production exponentielle de plastique pour l'instant. On sait où c'est produit, et c'est concentré en particulier, c'est produit dans 4 ou 5 pays d'Asie pour la grande majorité, mais c'est consommé partout et aussi par nous. Donc,
Oui, du jour au lendemain, ça serait grave. Mais là, on n'est même pas en train de dire, là, on est en train de faire ça. Et nous, on dit pas, on serait déjà content, même si c'était sur la question de production de plastique, c'était déjà stationnaire, ça serait déjà un succès par rapport à la situation qu'on voit actuellement. Sur les pesticides, oui, si on coupe globalement, alors ça dépend des études, ça dépend des gens, il faut s'attendre, à une perte de rendement qui est peut-être de 10, peut-être de 15, peut-être de 30%, ça dépend des cultures, ça dépend de ci et ça. Bon. 2, il faut s'attendre à la nécessité de rechanger les cultures pour qu'elles soient plus diverses, moins de grandes monocultures, etc. etc. C'est l'une des raisons pour lesquelles les projections du Shift Project comme des autres qui ont bossé sur ça tablent sur une augmentation importante, nécessaire du nombre d'agriculteurs. Bon. Certes, ça demande du temps, mais là pour l'instant on n'a pas commencé. Les exploitations continuent à se concentrer. D'ailleurs, il y a 2 ans, en Assemblée nationale, ont voté dans l'urgence une loi pour limiter la concentration des exploitations agricoles. Je veux dire le fait que les exploitations augmentent de taille, le fait qu'elles sont rachetées, surrachetées, le fait que l'agriculteur n'est plus celui qui l'exploitant et ainsi de suite. Et ça continue. Et pour l'instant, on ne voit pas d'enrayement de la production. Quand vous regardez les courbes de consommation et de production mondiale, globalement à l'échelle, on a l'impression que rien ne bouge. D'ailleurs, l'énergie numéro 1 dans le monde aujourd'hui, c'est toujours le charbon. Nous sommes globalement à l'échelle mondiale dans l'ère du charbon. On peut avoir l'impression qu'il en est différemment parce qu'on est baigné dans un écosystème médiatique où on parle sans arrêt d'énergie électrique, de nucléaire, d'éolienne ou de qui sait quoi, mais globalement, l'énergie du monde aujourd'hui, c'est le charbon. Et ça, c'est un truc qui est juste impossible à admettre. Sur la question de l'alimentation du monde, rappelons qu'il y a une surproduction globale qui est, selon certaines estimations, de l'ordre de 30%. Je veux dire qu'on produit 30% de plus que ce qui est nécessaire pour manger. Deuxièmement, que sur les questions agricoles, la part de la consommation, de la part de la production de viande est juste considérable. Considérable. D'ailleurs, la viande, entre parenthèses, c'est 80% des déforestations dans le monde. On n'a pas besoin, personne ne peut soutenir que c'est un besoin pour l'humanité de manger autant de viande. Pour le coup, si du jour au lendemain, tout le monde ici dans cette salle devenait soit végétarien, soit flexitarien au sens de 1 repas sur 2, soit vegan ou tout ce que vous voulez, ça serait un problème de surproduction qu'on aurait tout de suite dans le débat. Alors si vous couplez les changements de consommation avec les changements de production, là vous avez des marges, des possibilités. Et un scientifique qui pourra regarder et dire, bah oui, si on fait cette trajectoire, c'est possible, en jouant à la fois sur la consommation, sur la production, sur les habitudes, au moins d'avoir une trajectoire qui arrive jusqu'au bout et qui permette de satisfaire à la fois les gens du GIEC, les gens de l'IPBES pour la biodiversité, les gens du cycle économique, du monde agricole et ainsi de suite. Sur les questions économiques sont impossibles à dissocier de ça. Et de toute façon, c'est la question obstacle numéro 1. C'est bien pour ça que, selon moi, la commission la plus importante à l'Assemblée nationale pour ces sujets, c'est la commission des affaires économiques. D'ailleurs, celle qui traite tous les sujets agricoles, des techniques aux non techniques. Et par exemple, si on ne traite pas on peut se dire que là, il y a un problème technique, mais si on ne traite pas le fond du problème, qui est que l'agriculteur aujourd'hui est payé une misère, que la baisse du revenu de l'agriculteur a été corrélée à la baisse globale du prix des marchandises et qu'elle est allée de pair aussi avec l'industrialisation de l'ensemble du système, on loupe l'essentiel. Les agriculteurs qui manifestent aujourd'hui, ils manifestent pour avoir le droit d'utiliser des pesticides, c'est la raison officielle. La vraie raison, le fond, c'est parce qu'ils sont payés une misère. Et pourtant, c'est une toute petite partie de la population. C'est une question économique à résoudre, à réorganiser. Sur la question oui, il y a des usages non substituables. Oui, il faut raisonner en cycle de vie, vous avez complètement raison. D'ailleurs, quand on regarde quand on fait la transition et qu'on regarde sur les bouteilles en verre, on se retrouve avec des trucs qu'on n'aurait pas soupçonnés quand on va dans le fond du détail. Par exemple, comme le verre prend beaucoup de place, il faut des camions pour le transporter, il faut prendre en compte le carburant du camion, ainsi de suite. Mais après là, c'est un tout. Si l'ensemble de notre mobilité, globalement à l'échelle nationale par exemple, n'était pas mangé par des trajets en voiture de petite distance
par des gens en forme, tout seuls dans leur voiture, on aurait une marge considérable par rapport à l'impact carbone du transport. Et là aussi, on ne peut pas regarder un problème sans regarder l'ensemble. Maintenant, il y a guère sur ce qui est de raisonner en cycle complet et sur ce qui est de chercher un plan global. Il y a peu de... c'est un domaine qui est peu investi par les scientifiques, tellement il est méta et tellement il est sociétal. Le Shift Project, malgré les divergences méthodologiques qu'on peut avoir ici et là, est l'un des rares à avoir vraiment tenté l'exercice, et avec une culture d'ingénieur au départ, et en cherchant à analyser tout et à raisonner en cycle de vie et tout ça. Et ils sont aussi sur, par exemple pour l'agriculture, sur un objectif d'agriculture qui se débarrasse des pesticides, et ainsi de suite. Maintenant, sur cette contrainte-là, c'est une des plus simples en un sens. Vous prenez les gens du muséum, vous allez interroger le collègue Denis Couvé ou le collègue Pierre-Henri Gouillon, ils seront très clairs. Si vous voulez éviter, enrayer l'effondrement des insectes, c'est très simple, vous arrêtez les pesticides et trouvez une autre solution. Il y a des sujets qui sont bien plus compliqués que ça. Comme, si je puis dire, pour le climat, je voudrais insister sur un fait majeur. Le climat, c'est une des disciplines les plus compliquées qui soit. Mais à la fin, sur le réchauffement climatique, c'est une des conclusions les plus simples qui soit. On aurait pu penser a priori qu'il y avait plein de piliers, plein de facteurs et tout, et ils nous disent non, c'est le carbone. C'est simple, c'est simple. Tout le carbone que vous mettez dans l'atmosphère, il réchauffera, et il y a une relation quasiment directe de cause à effet en fonction de la concentration en carbone, calculer la température et donc le taux d'instabilité, tout ça. C'est hyper simple. Pas besoin de chercher tant et tant que ça. Alors, le numérique a joué un rôle majeur d'ailleurs dans le rapport, et en particulier pour le dernier rapport du GIEC. Biodiversité, plus compliqué d'ailleurs. L'IPBES vous définit 5 piliers majeurs sur la disparition des espèces ou l'effondrement de la biodiversité. Il y a le réchauffement climatique, il y a la surexploitation, il y a la pollution, il y a l'usage des sols, vous avez le problème des espèces invasives, c'est beaucoup plus complexe. Le climat, c'est simple, ils vous disent arrêtez le carbone, et puis voilà. Alors après, c'est à nous de nous débrouiller et de commencer par les usages. Dernière petite question là-bas. Alors, ces questions et compléments, juste par rapport à tout à l'heure ce qui a été dit concernant la Lune. Donc, l'intelligence artificielle est utilisée aussi dans le domaine de l'astronomie, notamment avec l'analyse des images que le télescope James Webb peut faire. Donc là, c'est un complément de ce que l'homme peut faire, et donc ça nous permet d'avoir une meilleure connaissance de notre univers. Et donc, pour revenir à un point un peu plus terrestre, donc un complément d'abord et après une question. Donc, pour ce qui est du pétrole et du charbon, donc nous sommes sortis de 2 grandes guerres. Donc la première où il fallait développer, donc on a eu le charbon qui a permis de développer l'économie. À la suite de la Seconde Guerre, on a eu le pétrole qui a été un bel outil aussi pour développer l'économie et avait donc beaucoup d'applications. Sauf que bon, le pétrole a une quantité limitée sur la planète, donc il semble assez difficile de continuer de cette façon. Et donc, je fais juste encore un point pour l'eau. Effectivement, pour l'eau, le verre, c'est une solution, mais il y a d'autres possibilités. L'eau du robinet, par exemple, coûte 300-400 fois moins cher que l'eau que vous pouvez acheter dans le commerce. Donc, il y a peut-être des choses à développer dans ce domaine. Et donc, c'est en lien avec la question du monsieur qui précède. Je pense que l'aspect éducatif est important aussi, puisque sortant de la Seconde Guerre mondiale, on n'avait pas forcément à l'école la possibilité de développer toute cette problématique. Maintenant, les enfants sont beaucoup plus préparés à tout ça à l'école, donc je pense que l'aspect éducatif peut aussi jouer un rôle pour aider à changer cette société, enfin, ou du moins cette utilisation de l'énergie. Voilà. Et après, pour ce qui concerne l'agriculture, je suis assez d'accord avec vous sur le fait qu'on aura besoin de plus de mains pour l'agriculture, parce qu'il me semble assez difficile de penser que quand on regarde un champ où il n'y a qu'une seule culture et tout le reste est mort, donc pas un insecte, pas une mauvaise herbe ni quoi que ce soit,
que ce que l'on met dans l'assiette issu de cette culture puisse être totalement bon pour notre santé. Et donc là, j'en arrive à la question, et c'est en lien avec ce que vous avez dit tout à l'heure, est-ce qu'on peut imaginer donc effectivement l'aspect robotique et intelligence artificielle, et pour l'instant assez dissocié, est-ce qu'on peut imaginer une intelligence artificielle qui serait capable de coupler la robotique pour remplacer un peu la main de l'homme, parce qu'il sera difficile, à mon avis, de former des agriculteurs. Désolé. Alors, c'est là où vous vous retrouvez dans une grande perplexité, parce que vous êtes face à deux murs. D'un côté, les experts de la société tous vous disent qu'il va être impossible de former les agriculteurs. De l'autre côté, vous dites, alors pourquoi pas l'agriculteur robot, mais là encore, pour le coup, si on raisonne en coût complet, en coût de cycle, avec l'empreinte carbone du robot agriculteur, avec toutes les externalités que ça va avoir et tout ça, on va se retrouver dans un autre puits. Même si il y a déjà des endroits où on fait de la pollinisation artificielle en Chine, soit avec des petites, avec des humains qui se chargent de polliniser à la place des abeilles, soit avec des petits robots qui font ceci ou cela. Je ne crois pas une seconde que ça sera une solution viable. Je voudrais insister aussi sur le fait que j'ai parlé des agriculteurs, mais on peut parler aussi de plein d'autres métiers. Je vais en parler d'un qui est important, qui s'appelle les chauffeurs de bus. Le chauffeur qui m'a amené depuis chez moi jusqu'à la gare la plus proche me disait bien, il était dans le milieu de la quarantaine, il me disait je suis le plus jeune dans mon équipe. Aucun jeune ne veut venir bosser ici en tant que chauffeur de bus. C'est normal quand on voit le peu de considération, le peu de revenus, etc. Il n'y aura pas de transition écologique sans transport en commun davantage, et les bus sont amenés à jouer un rôle important là-dedans, parce que le train ne pourra pas aller partout, il y a un coup sur les rails et tout ce que vous voulez. Et certes, il y aura le développement de vélo, mais sur des distances qui sont importantes, qui sont de l'ordre de la centaine de kilomètres, par exemple, vous avez besoin de bus pour gérer énormément. Donc, sans recruter davantage de chauffeurs de bus, on ne fera pas la transition écolo. On pourrait continuer comme ça. Il y a besoin, on n'aura pas de transition et de bonne gestion des forêts sans recruter des bûcherons. Ce n'est pas un métier qui, aujourd'hui, attire particulièrement, et pourtant, c'est un métier dont on a besoin. Et dont on a besoin parce qu'il y a aussi tout le débat sur les pratiques renouvelées, sur la bonne gestion des forêts, etc. etc. Donc, et sur la question de l'agriculteur robotisé IA, on va dire que j'y crois pas. Toutes les expériences et tout ce qu'on peut imaginer aujourd'hui, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est tellement loin. Vous savez, on ne sait même pas faire un robot balayeur. On sait faire une intelligence artificielle qui est 10 000 fois meilleure que le meilleur joueur du monde au Go, mais on ne sait pas faire de robot balayeur qui sache balayer dans un peu toutes les situations et se retrouve piégé par-ci ou par-ça, etc., etc. On ne sait pas faire de robot qui conduit une voiture alors que c'est quelque chose que font des milliards d'êtres humains. Donc le robot agriculteur, j'y crois juste pas. Alors, vous avez mentionné l'astronomie, c'est très pertinent. C'est un domaine qui, par nature, a dès le départ été habitué au très très grand nombre et très très grandes bases de données. Déjà au XVIIIe siècle, vous tenez toutes les tables d'étoiles et c'est toute une affaire avec des gens qui passaient leur vie à compter, comptabiliser les étoiles, recenser les constellations, ainsi de suite. Ça a perduré. Aujourd'hui encore, vous avez ces gigantesques bases de données astronomie avec tous les corps imaginables, tout ce que vous voulez, et associé à l'extraordinaire qualité des images du James Webb, c'est un champ qui est extraordinaire et dans lequel l'intelligence artificielle est appelée aussi naturellement à être un auxiliaire très précieux, voire indispensable. Ah, il y en a une encore. C'est vous qui avez l'honneur de conclure. Merci. Vous venez de parler de bus avec chauffeur, mais il est question aussi d'avoir des bus sans chauffeur. Il y a des essais qui sont faits, je crois que c'est avec le bus 397 à Creil en 2027. On devrait faire des essais concluants. On va le voir autant sur un parcours. Alors, on a déjà des navettes autonomes sur des parcours qui sont bien balisés, tout ce que vous voulez. Autant en situation générale, le bus qui va se démêler, prendre le rond-point, s'engager dans l'autoroute, aménager la situation parce qu'il y a la grève, et ainsi de suite. Je ne le sens pas pour bientôt. J'y mettrai pas mes enfants. Et je suis sceptique.
Alors certes, sur la question de la conduite autonome, plus le trajet est balisé et plus l'environnement est connu, plus c'est facile. Mais il n'empêche. On verra. On avait aussi à un moment, sur le plateau de Saclay, il y a eu des projets pilotes en matière de navettes autonomes, soit dans le circuit sur le tour du plateau de Saclay, soit pour faire le lien entre la gare de Massy et le plateau. La mise en œuvre a montré plein de problèmes qui n'étaient pas attendus. Ce qui était rigolo, c'était les gens qui se mettaient devant la navette pour vérifier qu'elle s'arrêtait automatiquement. Il y en avait qui étaient plus perturbants. Et c'est à suivre en cours. Maintenant, ça participe aussi, la question sur les chauffeurs de bus et sur les compétences en général, participe aussi de général, où même si on ne regarde pas spécialement le conducteur de bus, d'un sujet bien plus considérable qui s'appelle biodiversité des métiers, et sur lequel on a l'impression, et c'était l'un des sentiments que j'avais en tant que politique, d'assister à une érosion phénoménale, où à peu près n'importe quelle branche spécialisée vous disiez on ne forme plus assez de monde, on n'arrive plus à recruter, les gens ne veulent pas s'engager dans notre filière. C'était absolument toutes les branches. Et c'est certainement aussi inquiétant que la perte de la biodiversité environnementale. Et je vous avouerai humblement que je ne sais pas quelle est la solution. Merci.